À Virage, cette semaine, on fait l'essai de 3 véhicules. Nous avons en studio la Civic hybride. On fait l'essai du tout nouveau Mazda CX-50, lui aussi en version hybride. Et la fameuse Porsche Spyder RS, un véhicule de performance. On poursuit nos chroniques avec des harnais pneumécaniques. Maxime Dubois va être avec nous pour nous parler du service d'assistance batterie de CA Québec, des nouvelles de l'industrie. Et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à Virage, dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, beaucoup d'éléments à passer aujourd'hui à l'émission. Et pour ce faire, Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut messieurs. Salut mon cher. Ça va bien? Oui, merci. Émission très chargée, ça va aller vite. Et on va commencer tout de suite avec la voiture en studio, messieurs, parce que Honda persiste et signe avec l'hybridation, avec la Civic et les variantes de la Civic. Donc, on veut continuer dans l'hybride. Après le lancement timide de leur véhicule 100% électrique, le Prologue, qui est une alliance avec GM. Ça, j'ai pour dire. Est-ce que c'est un produit GM ou Honda? C'est pour ça que je dis lancement timide, parce qu'on ne l'avait pas lancé, qu'on l'avait déjà tué, pauvre Prologue. Là, maintenant, on arrive avec une Civic qui est beaucoup plus aboutie comme technologie. Je roule avec cette voiture-là depuis un certain temps. J'aime le système hybride. Il est bien fait. Il est silencieux et doux, ce qui n'était pas le cas par le passé dans les anciennes Civic et Insight. La voiture est solide. La voiture fait un certain temps autant à 100% électrique. Ça, j'aime ça parce qu'on est, même si c'est pas branchable, là, c'est 100% électrique, mais sur l'autoroute, on est capable d'avoir quand même de bons moments 100% électrique. Et surtout, elle est économique dans le trafic. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Et puissante. Tu as oublié la notion de puissance. Parce qu'il faut quand même... Moi, je trouve que le 200 chevaux et le 230 livres à pied coupe, il faut que tu utilises le système sport et que tu sois vraiment un conducteur en mode sport pour pouvoir toutes les exploiter. Je suis d'accord, mais n'empêche que c'est l'équivalent sur d'une papier, Civic c'est la SI, plus... là. Oui. On s'entend. Et elle a, à cause justement de la motorisation électrique, une nervosité que la SI n'a pas. Tu as une espèce de délai dans la réponse de la SI que tu ne retrouves pas dans cette voiture-là. Donc, ça, à mon avis, c'est effectivement la Civic à acheter cette année. C'est la version hybride. Je pense que, tu l'as dit, c'est la plus aboutie. C'est une bonne nouvelle parce qu'on s'entend pour dire que les anciennes Honda Civic hybrides étaient un petit peu catastrophiques. En fait, ils ne valaient pas la peine pour le prix qu'ils demandaient. Là, vraiment, on a un véhicule qui est tout à fait efficace, qui a effectivement un système d'hybridation qui est beaucoup plus moderne, qui est capable de nous aider sur autoroute, ce qui est rare dans le cas d'une hybride traditionnelle, parce que normalement, c'est extrêmement performant en ville. Dans ce cas-ci, on a donc l'équivalent. On se retrouve avec un véhicule qui consomme moins que ses concurrents hybrides de même catégorie. Je pense à la Toyota Corolla notamment. Donc, elle consomme moins, elle est plus dynamique, elle est solide, elle est bien faite. Je peux pas dire que je trippe tellement sur l'habitacle puis la façon dont Honda a dessiné son intérieur, mais c'est vrai pour toutes les Civic, on s'entend. En revanche, quelle qualité de voiture, quelle solidité de conduite et quel plaisir de roulement. C'est impressionnant. Absolument. Alors, c'est la 9e génération de Civic et qui arrive justement avec une hybride. Moi, je trouve ça drôlement intéressant. Quand je regarde en arrière de où c'est parti, premièrement, en 2015, qui ont cessé de nous présenter des véhicules électriques qui étaient l'Inside à ce moment-là, qui n'étaient vraiment pas excitantes. Et le prix de l'Inside, à ce moment-là, était beaucoup plus élevé que les Civic qu'on nous présentait régulières. Alors, ça n'avait pas donné un grand coup. Et il faut dire que la nouvelle Civic qu'on a ici a presque 100 chevaux de plus au niveau puissance que l'Inside à l'époque qui avait 110 chevaux. Alors, c'est certain que ça se traînait difficilement. Il ne fallait pas être nerveux à l'intérieur et vouloir grouiller. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une voiture canadienne. C'est une voiture qui est totalement fabriquée à Alliston, en Ontario. Alors, c'est une belle usine, moderne. Et Honda,
font des choses vraiment intéressantes. Au niveau moteur, tout ça, Honda, c'est le plus gros manufacturier de moteurs au monde. Alors que tu aies une tondeuse de gazon, que tu aies, je sais pas, un hélicoptère ou quel bébel qui a encore... Honda, ils fabriquent des moteurs. Alors, le bateau, ils sont tous là. Alors, dans un moteur de ça, quand on ouvre le capot et qu'on voit le nouveau moteur qu'il y a dessous le capot, c'est beau, c'est bien placé et c'est délicat. Je regarde la batterie qui est délicate. Honda ont toujours mis à bord de leur voiture des petites batteries. Alors, je suis certain qu'ils ont un système qui fait le travail. Je me suis mis à genoux tout à l'heure, pas pour prier au plein de la voiture, mais pour regarder le dessous de la voiture. Parce que je voulais voir comment le système de suspension, qui a une suspension indépendante aux 4 roues, comment est-ce qu'il était dessiné, assemblé et attaché après la voiture. Je peux vous dire que n'importe qui veut aller voir comment c'est que c'est en dessous, ça vous donne un aperçu de comment est-ce que ça peut être en dedans. Pourquoi c'est stable sur la route. Ouais. Alors, moi, j'aime l'intérieur. Les sièges sont bons. C'est un sédan. Et encore une fois, ça nous prouve qu'on n'est pas obligé d'avoir vraiment un SUV pour se promener. C'est un 2 roues motrices, c'est une traction avant. Et au niveau économie, vous en avez parlé, c'est économique. Et quand on regarde la capacité d'un réservoir, le réservoir d'essence est de 47 litres après ce véhicule-là. Quand vous avez des réservoirs de 55, puis de 60, puis de 65 litres, dites-vous que c'est parce que vous avez besoin de faire à peu près 350 km. Ça consomme un peu plus. Absolument. Mais moi, j'étais en moyenne là, à 5,5 litres au 100 km, sans faire trop attention, parce que j'utilise le mode sport de temps en temps. Il y a le mode normal et économie aussi, où on peut programmer son propre mode. Moi, j'aime l'intérieur, j'aime la façon dont on a quand même dessiné les sièges, l'habitacle. L'intérieur, c'est vraiment beau. L'extérieur, surtout la partie avant, je suis un peu moins fort, mais ça, on avait parlé beaucoup au niveau du Civic. On a assagi cette Civic-là de façon incroyable au niveau du style. Oui. Mais le rendement, parce que oui, ça se compare à ce qu'offre Hyundai dans l'hybridation, Toyota dans l'hybridation, mais le comportement de la Civic reste quand même un comportement assumé qui est vraiment très bien au niveau de la route et la carrosserie bien assemblée également. Précisons que oui, ça se compare, mais il y a quand même 50 chevaux de plus que la plupart de ses compétiteurs. C'est ça. C'est pas rien, là. C'est ça, en termes d'économie, j'ai roulé la Jetta, je suis allé à Montréal avec la Jetta, on était à 5 litres au 100. 5 litres.2, 5 litres.1. J'ai aimé le rendement, j'ai aimé le confort et tout ça. C'était incroyable. 5 litres au 100, c'est aussi économique que celle-là. Elle est à 4,9 ou 4,8. Oui. Donc, ça demeure qu'on n'a pas besoin de tout le système hybride avec la Jetta, sauf qu'en ville et sur la route, pour la stabilité, la Civic gagne énormément. Puis, il ne faut pas oublier, le non-Civic, là, quasiment plus d'affaires sur cette voiture-là. C'est une voiture de luxe. Absolument. C'est une voiture de grand luxe, cette voiture-là. Alors, à 39 000 comme prix, je suis obligé de dire que c'est raisonnable. Finalement. C'est 39 000 puis elle n'est même pas intégrale. Non. Ouais. Mais il faut la recommander. Un mot sur la Type S Acura que j'ai conduit dernièrement également. Voiture, vraiment, tu sais, je n'étais pas d'accord avec le nom Integra en partant là, sur cette voiture-là, mais la Type S à 320 chevaux, c'est une voiture exceptionnelle, boîte manuelle, tenue de route, c'est en fait la même structure ou à peu près que la Civic qu'on a ici, mais c'est solide, ça roule, tu peux t'amuser encore. Oui, c'est 59 000 quelques dollars, évidemment, là, pour une Type S, mais ça existe à peu près plus, ce genre de petite voiture-là, amusante, le fun à conduire. Et la boîte manuelle, elle est vraiment bien étagée, elle est le fun à manipuler. Je suis pas un pilote de course, mais je me suis vraiment amusé aussi. Là. Qualité d'assemblage, qualité de finition, durabilité, encore une fois, vraiment. Là, valeur de rachat. Valeur de rachat également. C'est toujours les prix qui sont un petit peu chers. Ah, puis la silhouette qui n'est pas aussi dynamique que j'aurais voulu qu'elle le soit, mais ça, regarde. C'est la même chose pour la voiture derrière toi, Marc. Exactement. Tout à fait. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Restez avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Danny, on a demandé des questions aux gens et c'est vraiment le fun d'avoir les questions du public. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Danny, n'hésitez pas, autant en pneus et mécanique. Danny, on veut savoir certaines choses. D'abord, combien coûte l'entretien d'un véhicule, on va dire, annuel au Québec? Je pense que tu te doutes un peu du début de ma réponse. Ça va dépendre de l'âge du véhicule, du kilométrage parcouru. Mais si on veut résumer ça assez simplement, on s'entend qu'un véhicule neuf, 0 à 3 ans, les frais d'entretien sont très minimes. Là, on va parler souvent en bas de 500 $. Après ça, on va passer de 4-5 ans. Souvent, quand le véhicule s'approche, on va dire du 100 000 km, là, on va travailler dans les eaux de peut-être 1 200 $. Et quand on a un véhicule vieillissant de plus d'une dizaine d'années, bien, on peut travailler avec un 2 000 à 2 500 $ d'entretien annuel. Les gens, souvent, c'est là qu'ils prennent la décision de garder leur véhicule, c'est-à-dire de mettre 2 000 $ par année sur mon véhicule pour l'entretenir, changer quelques pièces qui sont défectueuses, puis il peut avoir de paiement de char. C'est vraiment intéressant. Danny, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais l'argent qu'on met très tôt sur un véhicule, plus il est neuf, plus on commence à l'entretenir tôt, plus cet argent est payant plus tard. Tu as 100 raison. Les entretiens préventifs font foi de tout. Les gens qui vont entretenir le véhicule vont changer le liquide, que ce soit le liquide de frein, que ce soit le liquide de refroidissement, transmission, bien, on évite des problèmes avec des pièces maîtresses comme la transmission, comme le système de refroidissement. Donc oui, effectivement, entretenir un véhicule, c'est rarement mauvais. Autre question, on veut savoir quels sont les types de réparations qu'on voit le plus ici au Québec. C'est sûr qu'avec les routes, les gens auraient tendance à dire les pièces de direction, qui sont les réparations les plus fréquentes, mais non. Chez Desharnais, un spécialiste comme nous sommes, on peut parler un peu plus de 40 des freins. Fait que les freins demeurent une des pièces maîtresses du véhicule, on s'entend au niveau de la sécurité. Donc, encore une fois, quand on parle d'entretien préventif, de s'assurer d'avoir un système de freinage adéquat, un système de freinage qui fonctionne bien. Premièrement, vous allez sauver des coûts. Parce que remplacer des freins, c'est beaucoup plus dispendieux que les entretenir. Et la direction, les fameux nids de poules, puis les routes qu'on a au Québec, est le deuxième élément le plus dispendieux, le plus fréquent. Le plus fréquent, ici. Ouais. Autre question, quels sont les signes précurseurs d'un problème mécanique grave que les conducteurs ignorent souvent au Québec? Le bruit. Le bruit, les anomalies d'un véhicule. Tu sais, les gens un bruit normal, un bruit qui s'en vient normal. Oui, quand c'est rendu normal, c'est pas une bonne nouvelle. Sincèrement, on le fait de plus en plus dans nos ateliers mécaniques chez Desharnais. C'est qu'on va, quand les gens arrivent ici et disent « j'ai un bruit bizarre », on va opter d'essayer le véhicule avec le client. Pour une raison très simple. Le client conduit son véhicule pratiquement tous les jours, connaît son véhicule. Si vous avez un bruit qui est anormal, si vous avez un comportement, le véhicule manque de puissance, le véhicule cherche à étouffer au coin de rue, ça, c'est des signes qui parlent. Ça, c'est important de venir chez votre garagiste parce qu'on peut attendre. Là, effectivement, ça va coûter une remorque ou ça va coûter beaucoup plus cher. Les bruits, les signes anormaux, s'il vous plaît, venez voir un spécialiste comme Desharnais. Les régimes moteurs qui varient là, continuellement aussi. Des fois, ça commence là, graduellement, puis on s'habitue à ça. Puis là, hop, ça varie beaucoup, puis on le laisse aller. Ça aussi, il faut faire attention. Étrangement, il y a une lumière qui allume dans le tableau de bord, et là, il y a d'autres problématiques qui arrivent. Et la facture, au lieu d'être une facture de 200, 300, 400 $, bien, peut facilement dépasser les 1 000 $. Quels sont les avantages de faire affaire avec un garagiste généraliste comme vous autres, plutôt que d'aller chez mon concessionnaire qui installe les pièces d'origine? Mais cette question-là, sincèrement, il y a plusieurs volets. En toute honnêteté, Daniel, souvent, les gens qui ont un véhicule neuf sont un peu nerveux de faire affaire d'un garage généraliste de peur de perdre leur garantie. Premièrement, mettons quelque chose au clair, une garantie du fabricant va être respectée si vous faites vos changements d'huile chez Desharnais ou si vous faites vos entretiens chez Desharnais. Un garage comme Desharnais ont tous les outils nécessaires pour faire les entretiens recommandés par le fabricant. Premier point. Une fois que les pièces d'origine, les garanties d'origine qu'on va avoir du concessionnaire, on s'entend 3 ans, 60 000 km ou 5 ans, 100 000, quand on commence à remplacer des pièces, que ce soit des pièces d'origine du concessionnaire automobile ou que ce soit des pièces de remplacement comme on peut offrir chez Desharnais, on a le choix des deux chez Desharnais, c'est ça l'avantage. On peut vous offrir des pièces de remplacement ou vous préférez aller avec des pièces d'origine, on est aussi capable de faire ça chez nous. L'avantage de faire affaire avec les pièces de remplacement, premièrement, on va avoir une variété de pièces, une qualité de pièces qui est beaucoup plus grande. Les budgets sont moins grands, bien, on a des pièces plus économiques.
vous travaillez avec votre véhicule, vous voulez de quoi de plus durable, bien, on a aussi ces pièces-là qu'on va appeler des pièces fleet, qu'on appelle communément, donc qui sont beaucoup plus durables. Un avantage qui est indéniable, c'est les garanties. Quand on travaille un magasin comme qu'on a sur le Bourgneuf ou à Charest, on fait partie d'une bannière Autopro, on parle de 2 ans, 40 000 km sur toutes les pièces qui sont installées en magasin dans ces succursales-là, autant au niveau de la pièce que de la main-d'œuvre. Ça, c'est assez rare dans l'industrie présentement. La même pièce rebrise pour quelques raisons, ça coûte rien. Donc, effectivement, ça, c'est un des très bons points. J'aimerais préciser aussi que c'est pas juste chez Desharnais. Vous avez une problématique, vous êtes peu importe où au Québec, au Canada, même aux États-Unis, je pense que c'est 17 000 places où on est capable de faire changer des pièces sous garantie. Et si vous faites affaire chez nous et la garantie est 2 ans, 40 000 km, vous arrivez à un endroit, peu importe où au Québec ou au Canada, ils n'ont pas la même bannière que nous, mais c'est notre garantie qui rentre en ligne de compte. Donc, pas beaucoup de places où on peut avoir 2 ans, 40 000 km. Et voilà. Dernière question, Danny. Évidemment, ça a rapport avec le coût des pièces, de la main-d'œuvre qui est très cher, des clients qui retardent certaines réparations. As-tu des trucs pour eux? Bien, pour les faire sauver? Le premier truc, c'est d'être préventif. On en a parlé, on en parle dans nos chroniques assez régulièrement, Daniel. C'est que c'est vrai, le coût des pièces a augmenté là, depuis 2020. On parle de près de 20 à 25 d'augmentation des pièces de notre coûtant. Fait que vous comprenez que ça se répercute directement chez les clients. Le coût de la main-d'œuvre, on a eu aussi, puis c'est une bonne nouvelle, mais le CPA, le Comité paritaire de l'automobile, ont réajusté leur salaire. Puis c'est une bonne nouvelle parce qu'on est capable d'engager des gens compétents et d'avoir une belle main-d'œuvre à notre disposition. Par contre, ça augmente le coût des réparations. De là, l'importance de faire des entretiens, de là, de l'importance de s'assurer que notre véhicule est en santé. C'est beaucoup moins dispendieux de prendre soin d'un véhicule en santé, comme on parlait tantôt, que de réparer un véhicule qui a beaucoup de bris. C'est là que souvent les clients, malheureusement, ont de mauvaises surprises. Ou de racheter un véhicule. Ou de racheter un véhicule. Ils ne sont pas donnés. Oui, puis ça, c'est des choses qu'on entend. Quelqu'un a un 2013-14, on le répare, il sait à quoi s'en tenir, il connaît son véhicule, on est capable de lui faire une cédule de réparation, de l'avertir, de dire « ça s'en vient ». Des fois, les gens disent « Ah, je vais remplacer ça pour un 2017 ». On ne sait pas qu'est-ce qu'on achète. Donc, d'avoir un véhicule qu'on connaît, qu'on fait entretenir chez son garagiste, comme Desharnais, bien, ça nous permet de savoir un peu à quoi s'en tenir. Très intéressant. Merci beaucoup, Danny Bellil. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Nous sommes de retour et je suis maintenant accompagné de Maxime Dubois, CA Québec. Salut, Maxime. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'assistance batterie. C'est un service offert par CA Québec qui fonctionne très bien, dont j'ai fait appel il y a à peine 2 semaines. Bon, ben voilà. Alors, tu as vu que c'est important de le faire. Et que ça fonctionne bien. Et c'est surtout important de le faire à ce temps-ci de l'année. Il commence à faire un peu plus froid, mais c'est pas les froids mordants qu'on va avoir en janvier, février, où là, on aura des problèmes, fort probablement. Peut-être que la batterie dans le véhicule de monsieur et madame tout le monde fonctionne encore très bien. Elle est encore capable de subir un 5-10 degrés, -2, -3. Mais quand on arrive à -15, c'est très différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, il a fait chaud quand même, hein? Quand même assez chaud. Bien, la chaleur va user quand même, va détériorer la batterie 3 fois plus que le froid. Alors, c'est la chaleur qui vient miner carrément là, l'espérance de vie des batteries. Alors, peut-être qu'on va avoir des signes avant-coureurs déjà. Là. Alors, un éclairage un peu plus faible, des témoins de batterie qui sont évidemment allumés dans le tableau de bord. On peut avoir aussi des petits dépôts qui vont se former, le fameux verre de gris autour des pôles, on va en voir. Donc ça, c'est des signes d'usure de batterie. Il peut y avoir des fuites de liquide. On peut avoir aussi des bosses, des boursouflements aussi dans ce secteur-là. Il peut y avoir l'âge de la batterie. Sans même qu'on ait vu ces signes-là, l'âge de la batterie. Une batterie, là, disons, là, à 4 ou 5 ans, là, disons qu'on en demande beaucoup à nos batteries. Les véhicules sont extrêmement chargés d'équipement, alors ça vient solliciter les batteries énormément. Donc, recommandez de les faire vérifier. Disons que ça vous tente de faire vérifier pour ne pas vous faire prendre les culottes à terre. Ouais. En plein mois de janvier, février, où il fait très froid, et là, tout le monde appelle à ce moment-là. C'est mieux de prévenir que de guérir. Alors, on peut faire, évidemment, appeler le système, le service d'assistance batterie. Ce qu'on va faire, évidemment, on demande le service d'assistance batterie, on va se déplacer.
Et là, on va faire un test. On va tester, oui, la batterie, mais aussi le système de charge autour. Parce que si la batterie est venue s'épuiser, s'affaiblir, c'est peut-être que les éléments autour qui ne travaillent pas ensemble. Hein? Alors, le démarreur, l'alternateur et la batterie, on doit les faire vérifier. On doit vérifier c'est quoi la source, pourquoi la batterie est rendue faible. On peut acheter la meilleure batterie au monde. Si autour, ça ne travaille pas en équipe, ben ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est un travail d'équipe, comme je dis. Donc, le technicien peut se déplacer, ça compte pour un service, on va faire un test. Et là, le test, ça va être un test qui est très précis. On peut peut-être voir des images aussi de l'examen qu'on est capable de faire. On va vérifier, donc, l'état de santé, le système de charge, la capacité de démarrage. Et ça, on va l'envoyer, ce test-là, ça va être imprimé. Ou on peut l'envoyer directement par courriel, par texto. Oui, puis ils vont vérifier s'il y a un drain sur le véhicule. Donc, s'il y a quelque chose qui tire de l'énergie, ils vont être capables de le détecter. C'est ce qu'ils ont vérifié sur une de mes voitures pour voir si c'était vraiment le cas. Sinon, bien, on voit que c'est vraiment juste la batterie. Alors, c'est quand même assez complet comme test. C'est rapide, c'est efficace. On sait exactement qu'est-ce qui va se passer. Un test juste pour la batterie comme ça, c'est entre 25 et 50 $. Si on le demande, ça pourrait ressembler à ça. Le rapport, comme je disais, il est envoyé par courriel avec, évidemment, les usages. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour, disons, prévenir la dégradation peut-être un peu plus rapide? Si on doit changer la batterie, à ce moment-là, le service ne comptera pas comme un service. On a des batteries qu'on peut installer sur place. On a uniquement la batterie à poser. On n'a pas la pause à payer. Une pause, c'est quand même une bonne trentaine de minutes, mais on n'a pas besoin de la charger. On a la batterie qui sera déjà là, posée, prête à partir en moins de 30 minutes. Une pause de batterie, il faut quand même figurer quand même 50-60 $. C'est rendu ça maintenant, malheureusement, mais ça, on n'aura pas à le payer. Oui. Et la batterie garantie? Garantie, des superbes garanties. Tu m'amènes sur le point, la garantie couverte de 6 ans. Trouvez-en des garanties comme ça, puis ce sont des bonnes batteries. C'est pas des batteries qui traînent sur des tablettes depuis déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Les batteries, on a un bon roulement, on a des excellentes batteries. Garantie 6 ans, ça fait quand même des super belles économies. Alors, ça permet donc d'avoir l'heure juste. On est capable donc de partir avec un véhicule qui est sur place. Pas besoin de prendre un autre rendez-vous, ça va se faire sur place. Et on a la paix, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a parlé d'avoir une bonne batterie. Ça prend des bonnes habitudes pour garder sa batterie. On n'a pas acheté la meilleure batterie au monde. Si on fait juste des petits stop and go, on va juste à l'épicerie, on va au dépanneur, on revient, on part, on arrête, on part, on arrête. La batterie n'a jamais le temps de se recharger. Une batterie, c'est comme un athlète. On parle de moi ici. Non, mais honnêtement, il faut que ça fonctionne régulièrement et souvent. Et là, à ce moment-là, c'est pas pour rien qu'on va voir qu'un voisin va avoir une batterie de 8, 9, 10 ans. On peut le voir encore. Mais si on est capable de fonctionner, de bien utiliser sa batterie, bien, la batterie, elle va être quand même très bonne. Si jamais ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas utilisé souvent votre véhicule, bien, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un chargeur intelligent. Ça règle énormément de problèmes. On a les petits pôles qui sont branchés, les pinces sur le pôle. On a un fil qui dépasse un peu comme un chauffe-moteur. On branche la batterie lorsqu'on n'a pas besoin de s'en servir. On la débranche avant de partir. Et bien, ça permet de maintenir la charge et on va garder notre batterie en santé très longtemps. C'est ça, ça ne surcharge pas la batterie. En plus. C'est pour ça, c'est intelligent. Donc, ça fait une bonne gestion de l'énergie de la batterie. Avec l'hiver qui s'en vient, c'est vraiment important de le faire faire. Et prévenir. Surtout, si on n'a pas utilisé tous nos services, puis qu'il en reste encore 3, par exemple, sur notre carte, puis qu'on est près du renouvellement, pourquoi pas faire vérifier notre batterie si on n'est pas certain? Ben oui, absolument, pour le faire. C'est de bons conseils, ça. C'est le fun. Ça fait plaisir. Merci, Max. Salut bien. Alors voilà, on s'arrête à Virage, on s'en va essayer avec Jacques Bienvenu le tout nouveau CX-50, un véhicule qui va vous étonner. Et on va revenir. Mazda nous a invités à Montréal afin de faire l'essai du tout nouveau CX-50 version hybride. Jacques, on a décidé d'électrifier le CX-50. Un véhicule dédié un petit peu plus à l'aventure, mais là, on va pouvoir aller plus loin à l'aventure, mais en économie de carburant parce qu'on a placé un système hybride. On sait que le CX-50 est construit à la même usine que le RAV4. Alors, on ne s'est pas cassé la tête du côté de chez Mazda. On est allé dans l'atelier de chez Toyota. On a pris quelques systèmes hybrides. On a installé ça dans le CX-50. Donc,
intégralement. C'est le même système qu'on Oui. utilise. Alors, vraiment, là, on connaît le système hybride de chez Toyota. C'est un système hybride fiable et éprouvé depuis des années. 5e génération déjà. Mais c'est pas la première fois qu'on fait affaire avec Toyota du côté de chez Mazda. Parce que Toyota a utilisé la Mazda 2 ici même au Canada. Ben oui. Vendu sous le nom de Yaris Toyota. Et en Europe, on fait l'inverse, où la Yaris est vendue sous Mazda 2 Yaris et d'autres aussi, d'autres associations. Ça fait que c'est deux fabricants qui sont proches. Alors, c'est pas étonnant qu'on utilise le système de Toyota. Absolument. Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils ont justement monté, si on veut, une mécanique drôlement intéressante à bord de la Mazda CX-50. La CX-50 qui est sur le marché depuis 2023. C'est un beau véhicule, bien construit, solide, agréable à regarder et agréable de rouler à bord avec une bonne espace dedans, autant au niveau confort intérieur, des places avant, des places arrière et aussi au niveau du rangement arrière. Alors, ça faisait une voiture qui était vraiment, vraiment intéressante. Ce qui est arrivé avec le fameux moteur hybride qu'on a monté à bord de Toyota, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un moteur reconnu, c'est toute une mécanique reconnue. Et en montant ça en bord, bien, on a trouvé l'économie qu'on voulait aller chercher. Et quand on roule, là, on s'aperçoit qu'on roule là, tout près de 6,1, 6,1, 6,2 litres au 100. Moi, je trouve que c'est drôlement intéressant au niveau économie. Alors, c'est une voiture que j'ai trouvée peut-être un petit peu plus rigide au niveau de suspension que le CX-50 qu'on connaissait. Ça roule un petit peu plus dur parce que les pneus qu'on utilise sont des pneus à faible résistance au niveau roulement. Alors, automatiquement, c'est un petit peu plus dur. On a des roues 19 pouces au lieu d'avoir des 20 pouces comme on avait sur les CX-50, par exemple, les années précédentes. Et c'est une voiture avec un bon volant, un bon coup de volant. Volant un petit peu plus lourd pour les gens qui aiment ressentir davantage le volant, le comportement de la voiture. Moi, je trouve que Mazda, à ce niveau-là, ont été vraiment, vraiment gagnants de s'associer avec un manufacturier comme Toyota, qui est, comme tu disais tout à l'heure, qui est reconnu et qui ont choisi pas un système non plus d'électrification qui est lourd, qui est compliqué, que tu dois trouver des fois dans les écrans pour trouver ce que tu as besoin de commandes, etc. C'est un véhicule qui va être très, très simple à utiliser et très économique. Oui, on a gardé, quand on parle du même système, du même groupe motopropulseur, le 2.5 développe 219 chevaux, exactement comme le RAV4. On a la même transmission que Toyota CVT qu'on monte à bord, qui est une transmission un peu plus planétaire, donc un système qui fonctionne très bien, fiable. Système 4 roues motrices, Toyota également, le e-all-wheel drive qu'on utilise, donc c'est un système électronique de traction intégrale en arrière, fonctionne très, très bien. On a les modes de conduite aussi qu'on a montés à bord. Normal, on peut avoir le mode sport ou puissance, si on veut. Et on a même un mode hors route, trail. Je ne sais pas si ça va servir, mais ça peut servir. Mais c'est là. C'est là aussi. Et on a un bouton électrique. Quand la batterie est suffisamment chargée, on peut l'utiliser à faible vitesse pour être 100% électrique, mais on ne fait pas vraiment tellement longtemps. On n'a pas de plan pour utiliser la version Prime, donc la version branchable du RAV4 qu'on utilise. On a de la misère à en livrer du côté de chez Toyota. Donc, on n'aura pas la version branchable, mais on l'a déjà chez Mazda avec le 70 et le 90. Alors, on n'a pas besoin. On voulait vraiment avoir un système qui était économique dans le CX-50. Moi, j'aime ça parce que c'est la fiabilité. Oui, le RAV4 est une bonne voiture. Le RAV4 est une voiture incroyable. Mais vous pouvez aller chercher quelque chose d'autre avec Mazda. Vous allez avoir un bon coup de volant quand même, donc une conduite qui est très, très, très bonne. Pas à des années-lumière du RAV4. Le RAV4 a une bonne voiture également. Puis, si vous voulez faire affaire à un concessionnaire Mazda, vous allez faire affaire à un concessionnaire Mazda qui a une bonne carrosserie qui est durable dans le temps également, avec un système hybride qui est durable. Je pense que ça donne dans l'ensemble un très bon véhicule pour longtemps, si vous voulez avoir ce genre de système-là. Moi, à 6,1, 6,4 litres, 42 000 prix de départ, jusqu'à 50 51 000 Donc, au niveau du prix pour un véhicule hybride traction intégrale, c'est parfait. Oui, ils sont dans le prix. Pourquoi pas? Ça me titille tout le temps un petit peu, pareil, qu'un fabricant va puiser chez un autre fabricant. Mais
ici, dans ce cas ici, c'est un bon match. Absolument. Des fois, là, tu te dis, ils auraient pu développer leur propre bébelle, mais là, je pense que c'est une belle combinaison qu'on est allé chercher. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer, là. Mazda, c'est pas un gros manufacturier. C'est peut-être le plus petit de tous les manufacturiers qui existent au monde. Et il n'y avait pas de système électrique. Et Toyota nous a toujours dit qu'ils se mariaient avec Mazda parce qu'ils ont fait leurs recherches, etc. Et ils trouvaient que c'était un manufacturier qui manufacturait des produits de haute qualité. Alors, on a justement... Mazda est allé fouiller, comme tu dis, dans les pièces de Toyota, puis je pense qu'ils ont fait un beau choix. Alors, ça va être intéressant. Merci, Jacques. Plaisir, Daniel. Voilà, de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, beaucoup de nouvelles. On commence avec quoi? On commence avec Jaguar, qui nous a réservé une petite surprise, une nouvelle identification visuelle. Bon. On sait que Jaguar, là, actuellement, c'est une compagnie qui est en plein changement, à plein de niveaux. Ils ont arrêté la production de véhicules. Ils ne produisent plus rien. Là. Les prochains véhicules vont arriver pour l'année modèle 2026, donc quelque part en 2025. On nous a déjà présenté... en pyjama, je te dirais, là, une espèce de version camouflée d'une grosse berline électrique qui a des allures un peu de BMW i7, mais on n'a pas plus de détails à ce niveau-là. Mais là, la dernière surprise, c'est le nom, l'identification visuelle de Jaguar qui a complètement changé. Oublie le logo traditionnel, on a repris une nouvelle police de caractère. On joue beaucoup avec des subtilités. Si tu la regardes attentivement, tu vas constater que le J et le G sont en majuscules, alors que les autres sont en minuscules. Alors, on est vraiment dans des détails extrêmement... Le R semble un J inversé. C'est ça. Donc, on travaille fort au niveau du visuel pour le logo. Exactement. Il faudra le faire pour les autos. On a sorti une vidéo, d'ailleurs, qui est un petit peu particulière, parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. En tout cas, c'est un peu spécial. Mais ceci étant dit, le nouveau logo est quand même pas laid. Il va aussi être accompagné d'un monogramme, donc de 2 lettres J inversées, justement pour symboliser le R. Et on va ramener le fameux Leaper, le fameux Jaguar qui saute. Ça va revenir aussi dans la voiture. Et on nous promet d'avoir des véhicules avec des couleurs éclatantes maintenant. Donc, on aura des choses plus flyées un peu. Donc, on essaie de rajeunir l'image de Jaguar. C'est un beau logo sur une voiture LED, ça donne rien. Ouais, mais tu sais... Alors, il faut commencer par construire des voitures fiables et des voitures que les gens veulent. Oui. Donc là, on est en questionnement. On ne produit plus rien parce qu'on s'est trompé sur toute la ligne au cours des 15 dernières années. Effectivement. Alors là, le questionnement était bien vu. Les concessionnaires, présentement, sont complètement abandonnés. Oui, complètement. Ils n'ont plus rien. Il n'y a plus d'auto, il n'y a plus rien. Là. Ils n'ont plus rien. Fait que là, il faut se reprendre en main le plus vite possible. Oui, exactement. Rapidement, on va aller du côté de Los Angeles, parce que tu le sais, au cours des derniers jours et en ce moment même, c'est le Salon de l'auto de Los Angeles. Il y a eu des dévoilements intéressants quand même. Et Hyundai nous a révélé sans surprise, la Ioniq 9. Donc, le gros 3 rangées, 7 passagers. Quand même, véhicule intéressant parce que beaucoup de technologie. Un design qui marie un peu celui du Santa Fe, mais qui va chercher aussi la pixelisation de la Ioniq 5 au niveau des phares. Donc, on joue beaucoup cette carte-là. On estime qu'il y aura 530 km d'autonomie à peu près, avec une batterie de 110 kWh, ce qui est quand même énorme. Hein? De 20 à 80 en 24 minutes. Parce qu'on est capable de recharger jusqu'à 350 kW. Bien sûr, on est maintenant avec le standard NACS, donc le standard nord-américain. Capacité de remorquage de 5000 livres, ce qui n'est pas rien pour un véhicule comme ça non plus. Et toutes sortes d'éléments technologiques dont certains ne viendront pas tout de suite chez nous. Les rétroviseurs caméra, par exemple, ça ne sera pas chez nous. Les sièges de deuxième rangée qui se retournent pour faire une espèce de lounge, ça non plus, ça ne viendra pas chez nous. Et un système de massage performant qui non plus ne viendra pas chez nous. Parmi les autres nouveautés, il y a Volkswagen qui a présenté le nouveau Tiguan aussi à Los Angeles. Un véhicule qui a été complètement redessiné. Hein, c'est entièrement nouveau, même si on a le moteur 2 litres qui, lui, a été peaufiné. Hein, on dit qu'il a été légèrement raffiné. Donc, 201 chevaux, ce qui est définitivement plus intéressant. Un véhicule qui, cependant, change de look.
Évidemment, l'intérieur aussi est assez, je dirais, remodelé. On arrive avec des nouveaux écrans et tout. C'est vraiment le modèle européen là, qu'on avait Exact. lancé sous un autre nom que je me souviens pas trop. Exact. Mais c'est une copie de ce modèle-là qu'on a ici. Tout à fait. Et un dernier détail, du côté de Genesis, je t'ai parlé de Hyundai, Genesis aussi a présenté les nouveaux GV70 et GV70 électrifiés, des véhicules qui ont été redessinés encore une fois, présentés un peu à l'extérieur du salon de Los Angeles comme Genesis le fait toujours. Véhicules qui sont très jolis. Je trouve qu'on a mieux réussi cette fois-ci. Voilà pour les nouvelles. Il y en a plein d'autres, mais on n'a plus le temps. Exactement. La semaine prochaine, Marc. Avec plaisir. Alors, j'ai fait l'essai récemment de la Porsche Spyder RS. Quelle voiture extraordinaire. On écoute ça à l'instant. Nous sommes présentement en banlieue de Toronto afin de faire l'essai de la Spyder RS, le cadeau ultime aux amateurs de Porsche, aux amateurs de véhicules de course. Avant sa disparition, oui, parce que la 718, c'est déjà annoncé, va disparaître pour faire place à une voiture 100% électrique. Mais avant, un petit peu d'histoire sur cette Boxster. C'est en 1996 que Porsche a présenté pour la première fois sa Boxster. Si on se souvient, à l'époque, ça allait pas très bien pour Porsche. Les ventes avaient chuté de 50 000 à autour de 15 000 unités. On avait besoin d'un nouveau souffle. La Boxster a justement amené un nouvel engouement autour de Porsche et les ventes ont commencé à grimper très rapidement, ce qui a débloqué des fonds pour développer la Cayenne. Et les deux ensemble, la Boxster, la Cayenne, sont venus aider la mythique 911. Et là, Porsche est reparti au niveau des ventes. Puis aujourd'hui, on vend au-delà de 300 000 unités par année. Donc, ça va très bien. C'est en 2016, environ 2017, que Porsche a présenté la nouvelle version, sa nouvelle génération de Boxster. Et cette fois-ci, on l'a appelée la 718, où on avait une version Boxster, on avait une version Cayman également. Donc, la version coupée et décapotable a fait office. Et là, vraiment, ça a relancé les ventes pour cette version-là, qui a été justement déclinée en plusieurs autres versions. Et là, on avait une gamme vraiment très complète du côté de chez Porsche. Alors, céder sa place à une voiture purement électrique pour une petite sportive comme ça, c'est beaucoup de pression dans le clan de chez Porsche. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver comme nouvelle génération, mais c'est un peu triste de devoir perdre une voiture de la sorte. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir réserve du côté de chez Porsche avec la nouvelle 718 électrifiée. Revenons à notre Spyder RS. Nous avons ici la version Weissach, une version qui porte le nom de l'endroit où les ingénieurs de Porsche travaillent, où ils développent les véhicules. Alors, lorsque les ingénieurs mettent le nom de leur emplacement sur une voiture, on veut qu'elle soit parfaite et c'est ce qu'on a réussi à faire du côté de chez Porsche. On a livré une voiture absolument exceptionnelle. Et cette version-ci veut dire aussi version allégée, puisqu'on utilise vraiment des matériaux comme la fibre de carbone. On peut le voir très bien sur le capot et à différents endroits sur le véhicule, le magnésium, le plastique, bref, l'aluminium. On utilise des matériaux légers pour développer cette voiture qui est une voiture de course, ni plus ni moins, qu'on utilise sur la route. Une version décapotable de la GT4 RS, donc une voiture également mythique et de performance. Par contre, on a des éléments particuliers à cette voiture ici, dont la portion avant, surtout le bas. Et lorsqu'on regarde les aéros qu'on a placés, tout le système de gestion de l'air, bien, on voit qu'on a une bavette en avant qui est un peu plus courte que la GT4, spécifiquement ce modèle-là. On a aussi un aileron en arrière qui est particulier. Toute la gestion de l'air, c'est... On a été à l'extrême, là. On est vraiment là, à l'extrême de tout ce qu'on peut faire dans une voiture de course. Même ici, on voit les trappes ici, ce n'est pas décoratif. On gère l'air qui circule à l'intérieur de la roue et à l'intérieur du cadre de roue, jusqu'à couper même ici, sur les RS, l'aile pour justement permettre à l'air de mieux sortir et de ne pas créer de pression vers le haut. Et on veut garder le véhicule le plus bas possible lorsqu'on va à haute vitesse. C'est absolument sensationnel. Et on en retrouve un petit peu partout sur le véhicule. On a ici sur le côté, on a ici à l'avant également pour faire respirer le moteur, mais c'est pas des prises d'air. Ça, c'est des haut-parleurs. On a le son du moteur directement dans les oreilles. C'est fantastique, phénoménal, je vous le dis. On n'a pas besoin de système de son dans ce véhicule-là. On l'a juste ici, dans nos oreilles. C'est magnifique parce qu'on utilise le 4 litres, le 6 cylindres 4 litres de la GT3 911.
qu'on a placé dans ce véhicule-là. Ça développe 500 chevaux. Ça va jusqu'à 9000 tours minute, un moteur atmosphérique. C'est absolument génial. Les puristes, les amateurs vraiment de moteurs atmosphériques, on veut ce genre de moteur dans notre voiture de course, ne serait-ce que pour le son. Jumelé à la PDK, cette vitesse qui fonctionne vraiment très bien. Ça descend, ça monte rapidement les vitesses en un clin d'œil. C'est rapide, efficace. Il faut activer le mode sport. Si on met sur le mode automatique, cette boîte de vitesse, en ville, c'est désagréable. Il faut au moins avoir le mode sport dans... mettre le mode sport, oui. Sinon, les changements de vitesse, ça donne des coups, c'est désagréable. Moi, j'utilise toujours le mode manuel. C'est fait pour ça de toute façon. Si on regarde le toit a été créé par des ingénieurs. Ça prend des ingénieurs pour le démonter, ça prend des ingénieurs pour le remonter. Fait que, on l'enlève, on le serre, puis on utilise le véhicule uniquement quand il fait beau. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire avec ce toit-là. De toute façon, on ne peut pas aller plus de 200 km/h avec le toit en place. Donc, avec une voiture de course, évidemment, c'est pas ce qu'on veut, être limité au niveau de la vitesse sur les autobahns en Europe, là. Pas au Québec, parce que jamais au Québec, à part sur les circuits, on peut aller à ces vitesses-là. Alors, on a vraiment fait une voiture de course. On a vraiment travaillé à fond sur tout ce qui peut être gestion de l'air. C'est ce qu'il faut retenir sur ce véhicule-là. Un son exceptionnel, tenue de route exceptionnelle. Il faut faire de la piste pour apprécier cette voiture-là, des sièges type Recaro qui nous enveloppent. On peut brasser la voiture, on reste en place. Le bloc instrument, l'intérieur, c'est purement Porsche. Vraiment, c'est le cadeau ultime de Porsche aux puristes. Vous voulez vous offrir une dernière voiture super sport dans cette formule-là parce qu'on sait déjà que la prochaine 718, on va l'appeler je ne sais pas trop quoi, va être 100% électrique et ne ressemblera pas à ça, mais même pas proche. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est la façon de nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on en a plusieurs. On va commencer rapidement avec Marc. Une question rapide. Ouais, de M. Danjou, en fait, qui nous demande sur Facebook si les voitures coréennes comme Hyundai et Genesis notamment sont aussi fiables que les Toyota, par exemple, peuvent l'être. Bien, la réponse, c'est que dans certains cas, ils sont plus fiables encore. Fait que oui, ils sont rendus au même niveau. Fait qu'il n'y a plus de gêne d'avoir des Coréens. La moyenne, c'est qu'il vaut finalement... Parce que les Coréens sont rapides pour corriger. Et alors qu'on a l'impression que Toyota, sur certains problèmes, ils ont été vraiment traîneux. Là. On les tire à la sauce beaucoup. On ne parlera pas du cadre. Il n'y a plus de gêne. Question pas facile, messieurs. Yves qui demande Telluride, pilote, Highlander, Pathfinder, roulotte de 3900 livres. C'est ça. Je suis préoccupé comme... bon, c'est... Évidemment, là, on essaie de choisir entre ces modèles-là, ça fait qu'on n'est pas capable de choisir, c'est ce qu'on nous dit. Ça fait 2 mois que je reporte ma décision parce que je suis pas capable de choisir un véhicule dans cette catégorie-là. Soit qu'on décide de vendre la roulotte ou soit qu'on prend une décision rapidement. Écoutez, c'est effectivement un cas assez particulier parce qu'il y a beaucoup de bons véhicules là-dedans. Moi, j'aime beaucoup le Telluride. J'ai un fait pour ce véhicule-là, mais c'est essentiellement au niveau esthétique. Je trouve qu'il y a de la gueule. Le Pathfinder est surprenant aussi dans cette catégorie-là. Et le pilote, bien, il est encore solide, il est juste trop cher. Si vous avez à aller, peut-être, là, on peut démystifier. S'il y a aller un peu hors route ou sur des chemins de gravier, des affaires comme ça, le Pathfinder va vraiment faire un bon travail. Sinon, pilote Highlander, Telluride. C'est trois excellents. Moi non plus. Je sais pas. Vendez la roulotte. Vendez la roulotte. Moi j'irais sur le Telluride, mais je vous le répète, c'est strictement une question de look. Là. C'est impossible de choisir. La première fois, moi aussi, j'avais pensé à Telluride quand j'ai entendu la question. Oui ou non, Maverick hybride, traction intégrale, c'est une commande parce qu'ils n'en ont pas en inventaire. Remorque rarement. Donc, oui. C'est juste que c'est épouvantable, le prix de ce véhicule-là. Hey, 25 000 quand il est sorti, c'est quoi, il y a 2-3 ans?
Il est rendu à 37 000. Oui, mais attention, là, Pour le XL. 25 000, il n'y avait pas de rouage intégral. Oui, c'est ça. Tu sais, Non, il y a un paquet d'affaires 37 000, c'est pas intégral, là. C'est le XL de base. Ah oui? Ah oui, ça a monté de façon T'as exponentielle. pas été magasiné, mais... Non, ça, je magasine pas ça très souvent. Et le Trémor est au-dessus de 50 000. Oui, ça, je Sur savais. cette Là. Ça n'a pas version-là. de bon sens, là. Fait que c'est ça. Autre véhicule, autre question facile. Santa Cruz, ben, le 2.5. On veut juste savoir si le moteur est correct et la carrosserie, si elle est bonne pour aller jusqu'en 2034. Parce qu'on veut garder le véhicule jusqu'en 2034. Après ça, s'acheter un dernier véhicule. Paul-André, il voit loin. Oui. Ouais, 10 ans pour un Santa Cruz, c'est peut-être oui. Mais assurez-vous d'avoir un bon anti-rouille parce que c'est le problème, en fait, chez Hyundai, un petit peu. Là. Après 5-6 ans, on sent des petits problèmes de corrosion dans certains modèles. Soyez extrêmement vigilants sur l'anti-rouille. Mécaniquement, je ne vois pas de problème. Ouais. Ben, Mais faut la carrosserie, faut l'entretenir. la La carrosserie anti-rouille, puis on la protège, puis il n'y aura aucun problème pour ça. Mazda CX-5 diesel, 91 000 km. Je remorque une tente roulotte de temps en temps l'été. Hey, c'est rare. Hey, c'est très rare. C'est très rare, c'est très solide. Et le moteur de ça ne sera pas tuable. Moi j'irais. Sans aucune difficulté, moi aussi. C'est le genre de moteur qui va traîner bien après de la carrosserie. Il y a eu des problèmes au début, là, avec le système. Oui, mais ça s'est passé vite. Je pense que ça s'est réglé assez vite. Le problème, c'est qu'ils l'ont abandonné. C'est ça. Parce que tout le véhicule est solide, tout le véhicule Mais est Mazda, ils ne croyaient pas. Ils ont rentré le véhicule au Canada, puis ils ne croyaient pas au diesel. Tu sais, on a failli avoir une Mazda 6 diesel, je vous rappelle. En plus de ça, oui. Oui, bien, ils ne croient jamais au diesel. Non. Ils ne croient pas à grand-chose en Amérique du Nord. Là. Les Skyactiv X, tous les véhicules qu'il y a en Europe, les Mazda 2, etc., ils l'ont même hybride. Ouais. On n'a rien ici. Excellent achat. Il faudrait qu'ils commencent à croire en nous un petit peu. Moi, je crois en vous, messieurs. Ça le fait. Vous allez être là la semaine prochaine? Oui, évidemment. Merci. Merci. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez aimé. On se reparle la semaine prochaine pour un autre virage. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine.